Le tcheik millionnaire était désespéré sans interprète, jusqu'à ce que la femme de ménage parle. C'était un jeudi après-midi suffocant à l'Hôtel Royal de Paris, établissement où l'élégance n'avait d'égal que le prix exorbitant des chambres. Le marbre blanc du hall principal brillait comme un miroir sous les lustres en cristal qui diffusaient une lumière dorée. L'air était imprégné d'un mélange de parfums coûteux, de bois ciré et d'une légère odeur métallique provenant des bouches de climatisation. Dehors, une rangée de voitures de luxe, Bentley, Mercedes, Ferrari, attendaient comme des bêtes assoupies sous le soleil de juillet. Rose Moretti, 29 ans, peau olivâtre et cheveux noirs attachés en un chignon strict, se tenait dans un coin de la salle de conférence Versailles. Vêtue de l'uniforme gris réglementaire du personnel d'entretien, elle essuyait lentement une table en verre, s'efforçant de se fondre dans le décor. Cette salle n'était pas faite pour les gens comme elle. Une femme de silence, une femme des entrées de service. Au centre de la pièce se tenait Cheikh Faisal Al-Rahman, un investisseur multimillionnaire des Émirats. Grand, imposant dans sa dish d'achat blanche immaculée et son kéfier bordé d'or, il consultait sa montre avec impatience. Autour de lui, des hommes d'affaires français en costume sur mesure échangeaient des regards nerveux. L'interprète n'était pas venu et personne ne comprenait l'arabe qu'il parlait. « Je vous prie de m'excuser, monsieur Chevalier, mais je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire », dit le cheikh en arabe, sa voix grave résonnant dans la salle aux murs lambrissés. Henri Chevalier, le PDG du groupe hôtelier, se contenta de sourire poliment, impuissant. Ses yeux cherchaient désespérément une solution parmi ses collaborateurs. L'atmosphère devenait plus lourde à chaque seconde de silence. La porte s'ouvrit brusquement. Monsieur Leroy, le directeur de l'hôtel, entra précipitamment, le front luisant de sueur malgré la climatisation. « Nous vous présentons nos excuses les plus sincères, cher, dit-il en anglais hésitant. Notre interprète a eu un accident. Impossible de venir. » Le regard de Faisal s'assombrit. Ses doigts tapotaient à la table en acajou avec une impatience à peine contenue. « Inacceptable, murmura-t-il en anglais. J'ai un avion demain. Cette réunion ne peut pas être reportée. » Leroy se tourna et, apercevant Rose près de la fenêtre, lui fit un geste dédaigneux de la main. « Vous, le nettoyage se fera plus tard. Ce n'est pas le moment. » Elle hocha la tête sans un mot, les joues en feu. Mais ses yeux, profonds, ambrés et intelligents, s'attardèrent sur le cheikh frustré. Elle comprenait chaque mot qu'il avait prononcé. Elle avait vécu à Dubaï pendant 6 ans, mais elle ne dit rien, pas encore, seulement le silence, mais un silence qui tremblait de sens. Rose ramassa son chariot de nettoyage et se dirigea vers la porte, le bruit des roues sur le marbre semblant assourdissant dans la tension ambiante. Elle sentait le regard méprisant de Leroy sur sa nuque. Elle l'avait souvent surpris à parler d'elle comme l'italienne, avec un ton qui suggérait que c'était une tare. Dans le couloir, elle croisa Mathilde, une réceptionniste avec qui elle partageait parfois un café lors des pauses. « C'est la catastrophe », chuchota Mathilde en jetant un œil vers la salle de conférence. « Le cheikh va investir des millions dans notre chaîne hôtelière si l'accord se fait. » Mais sans traducteur, Rose se contenta de hocher la tête, serrant plus fort la poignée de son chariot. Les mots lui brûlaient la gorge, prisonnier de sa peur, de sa place, de cette invisibilité qu'on lui avait appris à accepter. Le téléphone de Mathilde vibra. « Je dois y aller. Apparemment, ils essaient de trouver un interprète en urgence. Ils ont même appelé l'ambassade. » Rose la regarda s'éloigner, puis poussa son chariot vers l'ascenseur de service. À l'intérieur, elle s'adossa contre la paroi métallique froide et ferma les yeux. Le miroir à sa gauche reflétait une femme qui avait appris à se faire petite, à exister sans être vue. Pourtant, sous son uniforme gris, battait le cœur d'une femme qui connaissait la valeur des mots, qui savait que parfois, une simple phrase pouvait changer une vie, qui avait vu le monde au-delà des frontières de sa condition. Les portes s'ouvrirent au sous-sol où le personnel s'activait dans l'effervescence des cuisines et des buanderies. Un monde parallèle, invisible aux clients de l'hôtel.
Rose y retrouva Sophie, la gouvernante en chef, qui organisait les plannings de l'après-midi. Rose, il faudra faire les suites du 5e en priorité. Les Américains arrivent ce soir. Elle acquiesça, comme toujours, sans protester, sans exister vraiment. Mais quelque part au fond d'elle, une voix commençait à s'élever, une voix qui ressemblait étrangement à celle de sa grand-mère, qui lui disait toujours « La dignité, ma petite, c'est d'être fidèle à soi-même, même quand personne ne regarde. » Et aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, Rose se demandait si le silence était vraiment sa fidélité ou sa trahison. Rose Moretti était née dans un petit village de Calabre, à San Pietro, mais avait grandi dans la banlieue de Lyon après que sa famille eut émigré en France. Sa mère était morte en lui donnant naissance, et son père, un ouvrier du bâtiment, avait disparu dans un accident de chantier quand elle avait 12 ans. Élevée par sa grand-mère, Nonna Lucia, elle avait appris très tôt à survivre avec peu, à sourire malgré la douleur et à travailler avec dignité. Leur appartement à Vénissieux était petit mais impeccable. Nonna Lucia avait transformé le balcon en un jardin miniature où poussaient des plants de tomates, du basilic et du romarin qui parfumaient l'air les jours d'été. C'est là que Rose avait grandi, bercée par l'odeur du pain que sa grand-mère préparait chaque dimanche et par les histoires de courage qu'elle lui racontait le soir. La vie est comme une rivière, disait souvent Nonna en remuant la sauce tomate. Le bruit de la cuillère en bois contre la casserole rythmait ses paroles. Elle te pousse parfois vers des endroits que tu n'as pas choisis, mais c'est à toi de décider si tu te noies ou si tu apprends à nager. À 18 ans, son baccalauréat en poche, mais sans argent pour poursuivre des études, Rose avait postulé pour un emploi de jeune fille au pair. Désespérée de trouver du travail, elle avait accepté une offre pour vivre à Dubaï, au service d'une famille franco-émiratie. C'était là qu'elle avait appris l'arabe, en écoutant, en observant, en absorbant chaque nuance. Les enfants dont elle s'occupait lui servaient de professeurs involontaires, corrigeant sa prononciation entre deux jeux. Le père de famille, M. Benali, dirigeait une société d'import-export et recevait souvent des invités importants. Rose servait le thé lors de ces réunions, silencieuse mais attentive. Les conversations d'affaires, les négociations, les subtilités culturelles, tout cela s'imprégnait en elle comme l'eau dans une éponge. Elle resta 6 ans à Dubaï, dans cette bulle dorée où elle était à la fois présente et invisible. Un soir de printemps, alors qu'elle rangeait la cuisine après le dîner, Madame Benali était entrée, l'air préoccupé. « Rose, nous retournons au Liban le mois prochain. La situation de l'entreprise a changé. » Le sol avait semblé se dérober sous ses pieds. 6 ans de sa vie, de ses 24 à ses 30 ans, allaient s'évaporer comme la brume matinale sur les gratte-ciels de Dubaï. « Je comprends, madame », avait-elle simplement répondu, les yeux baissés sur le marbre immaculé du comptoir. « Nous vous donnerons d'excellentes références, bien sûr », avait ajouté madame Benali avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Rose était revenue en France, le cœur lourd mais la tête pleine de connaissances. Sa grand-mère, désormais en maison de retraite à Lyon, avait pleuré de joie en la revoyant. Ses mains, noueuses comme des racines d'olivier, avaient caressé le visage de sa petite fille. « Tu as changé », avait-elle murmuré. « Tes yeux ont vu le monde maintenant. » Trouver du travail à Lyon s'était avéré difficile, malgré ses compétences linguistiques, l'italien de ses origines, le français de son éducation, l'arabe de ses années à l'étranger. Les portes restaient fermées. Surqualifiée pour certains emplois, sans diplôme reconnu pour d'autres. Finalement, elle avait accepté un poste de femme de chambre à l'Hôtel Royal de Paris, espérant un jour gravir les échelons. Sa vie était une série de petites victoires silencieuses. Elle envoyait de l'argent à sa grand-mère, étudiait le soir en ligne pour obtenir un diplôme de commerce et ne se plaignait jamais. « La dignité, disait toujours Nonna, c'est d'être bonne même quand personne ne regarde. » Son seul rayon de soleil à Paris était Lucas, le fils de 8 ans de sa voisine, Madame Dubois, qu'elle ramenait de l'école tous les jours. Le garçon avait des difficultés d'élocution, et Rose lui enseignait patiemment avec gentillesse. Leur lien était silencieux mais puissant. Il lui offrait des dessins colorés, elle lui donnait de l'espoir.
Pourquoi tu parles pas beaucoup aux autres adultes? Lui avait demandé Lucas un jour, alors qu'ils traversaient le petit parc près de leur immeuble. Les feuilles d'automne craquaient sous leurs pas comme du papier froissé. Rose avait souri, serrant doucement sa petite main dans la sienne. Parfois, les mots sont comme des trésors. Il faut les garder pour les bonnes personnes. Comme moi? Avait-il demandé, ses yeux bleus écarquillés de fierté. Exactement comme toi, mon petit prince. Dans son studio de 20 mètres carrés, sous les toits du 18e arrondissement, elle avait créé un sanctuaire de paix. Une étagère croulait sous les livres en 3 langues. Des plantes grimpantes cascadaient du rebord de la fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Sur le mur, une photo encadrée de sa grand-mère devant la mer Méditerranée. Et partout, épinglés comme des papillons colorés, les dessins de Lucas. Bien qu'elle nettoyât des chambres, elle rêvait plus haut. Non pas de richesse, mais de respect, de reconnaissance, d'une vie où elle pourrait enfin utiliser tous ses talents, toutes ses connaissances. Même ce jour-là, à l'hôtel, face à l'indifférence froide de ses supérieurs, quelque chose en elle continuait de murmurer. Un jour, ils verront qui tu es vraiment. Chaque soir, avant de s'endormir, elle prenait son carnet et écrivait quelques lignes. Des pensées, des rêves, des mots en arabe qu'elle ne voulait pas oublier. C'était sa façon de rester entière, de ne pas se perdre dans l'invisibilité qu'on lui imposait. Aujourd'hui, j'ai vu la lumière changer sur la tour Eiffel, écrivait-elle. De l'or au rose, puis au violet, comme les possibilités d'une vie qui attend son heure. Elle s'endormait souvent avec le carnet contre sa poitrine, comme un bouclier contre l'insignifiance, un rappel silencieux qu'elle était plus que ce que le monde voyait d'elle. La reine silencieuse attendait son heure. Plus tard, ce jour-là, Rose nettoyait le couloir des suites exécutives quand elle surprit une conversation. Monsieur le roi parlait au téléphone, sa voix trahissant une panique à peine contenue. « C'est une catastrophe, Jean-Philippe. Le cheikh repart demain. Des millions d'euros sont en jeu. S'il ne peut pas communiquer clairement ses attentes, l'accord est mort. » Rose s'immobilisa, le cœur battant. Elle voulait offrir son aide. Mais elle se souvenait trop bien de ce qui s'était passé quelques mois plus tôt, lorsqu'elle avait poliment corrigé la prononciation arabe d'un client. Le roi l'avait sévèrement réprimandé. « Les femmes de ménage ne parlent pas. Les femmes de ménage nettoient. » La honte brûlait encore dans ses os. Elle reprit son travail, essuyant mécaniquement les plaintes dorées qui couraient le long du couloir. Ses mouvements étaient précis, invisibles, comme on le lui avait appris. L'odeur du produit citronné lui piquait légèrement les narines, mêlée à celle du cuir des canapés disposés dans les alcôves. À midi, dans la petite salle de repos du personnel, elle s'assit seule, mâchant un sandwich qu'elle avait préparé la veille. Le pain était légèrement rassis, mais elle n'y prêtait pas attention. Par la fenêtre étroite, elle pouvait apercevoir un coin de ciel parisien, d'un bleu presque provoquant. 2 réceptionnistes entrèrent, riant entre elles, leurs talons claquant sur le carrelage. « J'ai entendu dire qu'il a offert 5 000 € juste pour trouver quelqu'un qui parle arabe, » dit la première, une blonde élancée nommée Émilie. « Tu imagines ? Et elle est là à frotter les sols, » répondit l'autre, jetant un regard dédaigneux vers Rose sans réaliser qu'elle comprenait parfaitement. Elle ne savait pas qu'elle était là, dans l'ombre de la petite cuisine, presque invisible comme toujours. Elle ne pleura pas. Elle ne pleurait plus depuis longtemps. Le reste de la journée passa dans un brouillard de tâches répétitives. Nettoyer, frotter, polir, sourire poliment quand on la remarquait, ce qui était rare, se rendre invisible le reste du temps. Ce soir-là, seule dans son petit studio, elle contempla son reflet dans le miroir ébréché de sa salle de bain. Les cernes sous ses yeux semblaient plus profonds que d'habitude. Ses cheveux, libérés du chignon strict, tombaient en vagues sombres sur ses épaules. « Pourquoi est-ce que j'avale toujours ma voix ?» murmura-t-elle. Ses yeux étaient fatigués. Son âme, encore plus. L'eau gouttait du robinet mal fermé, rythmant le silence comme un métronome. Dehors, Paris s'illuminait, indifférente à ses questionnements. Puis, elle remarqua quelque chose. Un des dessins de Lucas sur son réfrigérateur.
Une image d'elle portant une couronne dorée. Le garçon avait écrit, en lettres maladroites, « Ma reine silencieuse ». Elle ferma les yeux. Quelque chose en elle commença à s'élever. Une résolution, une décision. Un courage qui avait toujours été là, enfoui sous des couches de prudence et de résignation. Elle repensa à sa grand-mère, à ses mains calleuses qui avaient travaillé sans relâche pour l'élever, à son père qui chantait des chansons napolitaines en préparant le dîner, à toutes ces vies qui s'étaient sacrifiées pour qu'elle puisse être là, aujourd'hui, à Paris. La dignité, avait dit Nonna, c'est d'être fidèle à qui tu es. Rose sortit son téléphone et appela Lucas, sachant que Madame Dubois lui permettait de répondre le soir. « Allô ?» La voix du petit garçon était hésitante, mais claire. « Bonsoir, mon prince, » dit-elle doucement. « Je voulais juste te dire que demain, je vais être brave, comme dans les histoires que je te raconte. Comme la princesse qui sauve le royaume. Un peu comme ça, oui. Tu me raconteras ? Promis. » Après avoir raccroché, elle sortit son plus beau chemisier de l'armoire, un bleu pâle, simple mais élégant, qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Elle le repassa soigneusement, chaque geste délibéré, comme un rituel. Puis, elle s'assit à sa petite table et écrivit une lettre. Non pas une démission, mais une affirmation. Une déclaration de qui elle était, de ce qu'elle savait faire, des mots qu'elle avait gardés en elle trop longtemps. Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil profond, sans rêve. Le lendemain matin, Rose arriva à l'hôtel plus tôt que d'habitude. Les couloirs bourdonnaient de tension. Le Cher était attendu dans moins d'1 heure pour la réunion finale. Le Roy arpentait furieusement le hall, transpirant déjà à travers son costume impeccable. Elle enfila son uniforme, mais garda son chemisier bleu en dessous, comme un secret, une promesse faite à elle-même. Alors que le personnel s'agitait, Rose se tenait près de l'ascenseur de service, respirant lentement. Elle glissa la main dans sa poche et serra le dessin de Lucas soigneusement plié. Puis, une commotion. Le Cher était arrivé. Rose le vit à nouveau, grand, calme, mais visiblement frustré. Il refusa le café qu'on lui offrait. Il posa une question en arabe. Personne ne répondit. Rose s'avança. « Puis-je essayer ?» dit-elle doucement. Le roi cligna des yeux. « Essayez quoi ? Je parle arabe. » Il la dévisagea. « Vous ? Rose, ne soyez pas ridicule. Restez en arrière. » Mais le Cher avait entendu. Il se tourna curieux. « Vous parlez ma langue ?» demanda-t-il en arabe. Rose se redressa, le dos droit. « Oui, couramment. » Le roi eut un rire nerveux. « Elle nettoie les chambres. Sûrement. » Faisal leva une main. « Laissez-la parler. » Ils commencèrent à discuter. L'arabe de Rose était parfait, précis, respectueux, élégant. Le visage du Cher changea. D'abord la surprise, puis le soulagement, puis un respect sincère. « Comment avez-vous appris à parler aussi bien ?» demanda-t-il, impressionné. « J'ai vécu à Dubaï pendant 6 ans, répondit-elle. J'étais jeune fille au pair pour une famille franco-émiratie. » Ils parlèrent pendant plus de 30 minutes, du projet d'investissement, des spécificités culturelles, des attentes précises que le Cher avait concernant la façon dont ses invités seraient traités dans les hôtels français. Quand ils eurent terminé, le Cher se tourna vers le groupe et dit, en français hésitant, « Elle est la seule qui a écouté avant de parler, je lui fais confiance. » Des murmures se propagèrent. Le roi était sans voix, son visage passant du rouge au blanc. Et Rose, toujours dans son uniforme gris, mais soudain transfigurée, se tenait droite, non pas fière, mais digne. La reine silencieuse avait parlé. Le Cher se tourna vers Monsieur Chevalier et ajouta « Je souhaite qu'elle soit présente à toutes nos réunions aujourd'hui. Elle comprend non seulement mes mots, mais aussi mes intentions. » Chevalier acquiesça vigoureusement, lançant un regard insistant à le roi. Ce dernier, pris entre l'humiliation et la nécessité d'obéir, s'inclina légèrement. « Bien sûr, Rose, vous êtes libérée de vos tâches habituelles pour la journée, » dit-il d'une voix étranglée. « Suivez-nous dans la salle de conférence. » Alors qu'elle emboîtait le pas au groupe, Rose sentit les regards des autres employés sur elle. Étonnement, confusion et peut-être, de la part de certains, un début de respect.
Dans son cœur, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit non pas de la colère ou de l'amertume, mais une tranquille satisfaction. La satisfaction d'être enfin vue pour ce qu'elle était vraiment. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas exigé. Elle avait simplement montré qui elle était, et c'était plus que suffisant. La salle de conférence Versailles semblait différente maintenant. Les mêmes dorures ornaient toujours les murs, les mêmes lustres diffusaient la même lumière tamisée, mais pour Rose, tout avait changé. Elle n'était plus l'ombre qui nettoyait les vitres et essuyait les tables. Elle était devenue visible. Les hommes d'affaires s'installèrent autour de la table ovale, leurs regards oscillant entre curiosité et incrédulité. Le cher Faisal prit place au bout de la table, son port majestueux imposant naturellement le respect. D'un geste, il invita Rose à s'asseoir à sa droite. Mais, commença le roi, visiblement mal à l'aise. Elle est mon interprète, dit simplement le cher en français approximatif. Puis, se tournant vers Rose, il ajouta en arabe « Je préfère communiquer dans ma langue. Vous traduirez fidèlement mes propos, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, Cheikh Faisal, » répondit-elle dans la même langue, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait jamais été. Un serveur entra, portant un plateau d'argent avec des tasses de café et des pâtisseries. Il hésita un instant, en voyant Rose assise à la table, la reconnaissant comme sa collègue. Leurs regards se croisèrent, le sien étonné, le sien serein. La réunion commença. Les enjeux étaient considérables. Le cher envisageait d'investir dans la chaîne royale pour développer une nouvelle ligne d'hôtels de luxe au Moyen-Orient. Des projets à Paris, Lyon et Cannes étaient également sur la table. « Demandez-leur ce qu'ils savent vraiment de la culture émiratie », dit le cher à Rose en arabe. « Je veux des hôtels qui respectent nos traditions, pas des caricatures dorées. » Rose traduisit, sa voix claire et posée. Le français coulait de ses lèvres avec la même aisance que l'arabe quelques secondes plus tôt. Elle n'omit rien, ne simplifia rien, transmettant avec précision les nuances et les sous-entendus. Monsieur Chevalier, surpris par la question directe, bafouilla une réponse vague sur le respect des cultures. Rose traduisit fidèlement, sans embellir. « Vous voyez ?» dit le cheikh en arabe, avec un sourire en coin. « Ils ne savent rien, ou plutôt, ils croient savoir. C'est souvent pire. » Au fil des minutes, Rose devint plus qu'une simple interprète. Elle expliqua les références culturelles, clarifia les malentendus potentiels, suggéra même des façons d'adapter certaines propositions pour qu'elles soient plus acceptables dans le contexte émirati. « Dites-leur que le spa mixte est un problème, » dit le cher. « Nous aurons besoin d'espaces séparés pour les hommes et les femmes. » Après avoir traduit, Rose ajouta doucement « Si je peux me permettre, en travaillant à Dubaï, j'ai remarqué que les hôtels les plus appréciés offraient des horaires différents plutôt que des espaces entièrement séparés. Cela permettait une utilisation optimale des installations tout en respectant les sensibilités culturelles. » Le cheikh la considéra un moment, ses yeux noirs, impénétrables. Puis, il hocha la tête, une suggestion intelligente. « Parlez-leur de cette option. » Le roi, qui avait observé l'échange sans comprendre l'arabe, semblait de plus en plus nerveux. Sa main tapotait frénétiquement son stylo contre le bloc-notes devant lui. « Que dit-elle exactement » murmura-t-il à son voisin. « Elle ajoute des choses, non ?» Mais le cher, percevant son inquiétude, déclara en français hésitant « Elle parle. Parfaitement. Elle comprend. Les deux mondes. C'est rare. » À midi, après 2 heures de négociations intenses, une pause fut annoncée. Rose se leva, soudain incertaine de son statut. Devait-elle rester avec les cadres ou retourner au quartier du personnel? Le cheikh résolut son dilemme en l'invitant à le suivre dans un salon privé. Là, loin des regards curieux, il lui demanda son histoire. « Comment une femme comme vous se retrouve-t-elle à nettoyer des chambres ?» demanda-t-il directement, en lui servant lui-même une tasse de thé à la menthe, un geste de respect qui ne passa pas inaperçu. L'odeur sucrée et herbacée emplit l'espace entre eux, évoquant pour Rose les après-midi à Dubaï, quand elle prenait le thé avec les enfants qu'elle gardait. « La vie ne nous mène pas toujours où nos talents le voudraient, » répondit-elle simplement.
Puis, encouragée par son regard attentif, elle raconta son parcours. L'enfance en Italie, puis à Lyon, la perte de ses parents, les années à Dubaï, le retour difficile en France. Le cheikh l'écouta sans l'interrompre, ses doigts jouant avec les perles de son misbaha. Le soleil de midi filtrait à travers les rideaux de soie, créant des motifs dansants sur le tapis persan. « Vous parlez avec le cœur d'une poétesse et l'esprit d'une diplomate, » dit-il finalement. « Votre histoire est celle de beaucoup de nos femmes, brillantes mais invisibles. C'est familier. » Un silence confortable s'installa entre eux, puis le cheikh ajouta « Ma sœur dirige une fondation pour l'éducation des femmes. Elle dit toujours que le monde perd la moitié de son génie en ignorant la voix des femmes. » Rose sentit quelque chose se détendre en elle, un nœud d'amertume qu'elle n'avait pas réalisé pour terre. La pause terminée, ils retournèrent à la salle de conférence. L'atmosphère avait changé. Des chuchotements accompagnèrent leur entrée. Rose entendit distinctement quelqu'un murmurer. Apparemment, elle a vécu à Dubaï. Elle parle 3 langues couramment. L'après-midi fut consacré aux détails contractuels. Rose traduisit des termes juridiques complexes avec une précision qui étonna même les avocats présents. Quand des points techniques sur l'architecture islamique traditionnelle furent abordés, elle expliqua les concepts de mashrabiyya et diwans avec une clarté que les interprètes professionnels auraient enviée. Vers 16 heures, alors que la fatigue commençait à se faire sentir, un désaccord surgit sur les délais de construction. La tension montait, les voix s'élevaient. Rose, sentant le mécontentement du cheikh, traduisit ses préoccupations mais ajouta une nuance. Son Excellence s'inquiète que les délais proposés ne respectent pas l'importance culturelle d'ouvrir avant le Ramadan. Dans la tradition émirassie, commencer un nouveau projet pendant ce mois sacré est considéré comme particulièrement favorable. Cette explication désamorça la tension. Monsieur Chevalier proposa immédiatement d'ajuster le calendrier. À la fin de la journée, alors que les documents préliminaires étaient signés, le cheikh se tourna vers le groupe et dit en anglais, pour que tous comprennent directement, « Vous n'avez pas reconnu un diamant parmi vos pierres. » Leroy balbutia. « Je ne savais pas. » Faisal continua, regardant directement Rose. « La grandeur vient souvent en silence, mais quand elle parle, le monde doit écouter. » La salle tomba dans un silence respectueux. Des cadres qui l'avaient ignoré inclinaient maintenant la tête avec déférence. Certains se levèrent, même quand elle passa. Rose, tremblant légèrement, baissa la tête. « Je suis honorée, » dit-elle simplement. Sa voix avait émergé. Non pas dans un cri de colère ou de revendication, mais dans la clarté tranquille de la compétence et de la dignité. Et le monde, enfin, écoutait. À midi le lendemain, l'hôtel entier avait entendu l'histoire. Rose traversa le hall principal, consciente des regards qui la suivaient. Elle portait toujours son uniforme gris. Elle n'avait rien d'autre à se mettre, mais quelque chose avait changé dans sa démarche. Elle ne rasait plus les murs, elle ne baissait plus les yeux. Elle marchait droit, le menton légèrement relevé, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. Le cheikh avait demandé sa présence pour chaque réunion de la journée. Elle traduisait avec assurance, grâce et une précision impeccable. Les investisseurs étaient stupéfaits, non seulement par sa maîtrise des langues, mais par son intelligence calme et sa compréhension intuitive des enjeux culturels et commerciaux. « Comment pouvez-vous connaître ces termes financiers ?» lui demanda un banquier pendant une pause, son ton oscillant entre l'admiration et le soupçon. Rose sourit légèrement. « Quand on est invisible, on entend beaucoup de choses. Et quand on n'a pas grand-chose, on apprend à tout absorber. » Dans les couloirs, les murmures se multipliaient. Sophie, la gouvernante en chef qu'il avait à peine regardée pendant des mois, l'intercepta près des ascenseurs. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, Rose, » dit-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Si tu as besoin de quoi que ce soit... » « Merci, Sophie, » répondit-elle poliment, sans s'attarder. Elle n'éprouvait ni triomphe, ni désir de revanche. Seulement une douce clarté, comme si un brouillard s'était dissipé, lui permettant enfin de voir et d'être vue.
À 14 heures, une réunion cruciale débuta dans la plus grande salle de conférence de l'hôtel. Les dirigeants du groupe hôtelier étaient tous présents, ainsi que des investisseurs venus spécialement de Londres et de Francfort. L'air était chargé d'électricité. Des millions d'euros étaient en jeu. Rose prit place à côté du cheikh, ignorant les regards curieux des nouveaux venus qui se demandaient visiblement qui était cette femme en uniforme de femme de chambre, assise à la table des décisions. Le cheikh commença par une longue introduction en arabe, exposant sa vision pour une nouvelle chaîne d'hôtels qui fusionnerait l'élégance française et les traditions du Moyen-Orient. Rose traduisait avec fluidité, sans hésitation, transformant ses métaphores poétiques en français précis, sans en perdre la beauté. « Elle doit avoir appris ça à l'université », chuchota quelqu'un. « École d'interprète de Genève, peut-être ?»« Non », répondit un autre. « On m'a dit qu'elle n'a aucun diplôme, elle a tout appris sur le terrain. » Le bruit des stylos sur le papier, le froissement des documents, le cliquetis discret des montres de luxe, tout cela formait une symphonie de pouvoir et d'argent que Rose connaissait bien, mais dont elle n'avait jamais fait partie, jusqu'à maintenant. Lorsqu'un désaccord surgit sur les spécificités culturelles des futurs hôtels au Moyen-Orient, Rose ne se contenta pas de traduire. Elle intervint avec tact. « Si je peux me permettre, dit-elle doucement mais fermement, la conception proposée pourrait poser des problèmes pratiques pour les ablutions rituelles avant la prière. J'ai observé à Dubaï que la salle devint silencieuse. Les architectes prenaient frénétiquement des notes. Le cheikh la regardait avec une approbation évidente. Il dit quelque chose en arabe que personne ne comprit, sauf elle. Un compliment qu'elle accueillit avec un hochement de tête reconnaissant. Vers 16 heures, lors de la signature finale, le cheikh se tourna vers Monsieur Chevalier et déclara en français laborieux mais déterminé « Vous n'avez pas vu un diamant parmi vos pierres ?» Chevalier, comprenant la critique voilée, rougit légèrement. « Parfois, les trésors se cachent là où on les attend le moins, » répondit-il diplomatiquement. Le cheikh poursuivit, regardant directement Rose. « La grandeur vient souvent en silence. Mais quand elle parle, le monde doit écouter. » La salle tomba dans un silence respectueux, presque révérentiel. Des cadres qui l'avaient ignorée hochaient maintenant la tête avec déférence. Certains se levaient même quand elle passait près d'eux, un geste de respect habituellement réservé aux personnes de haut rang. Rose, tremblant légèrement intérieurement mais parfaitement composée en apparence, inclina la tête. « Je suis honorée, dit-elle simplement. » Puis, le cheikh fit quelque chose d'inattendu. Il retira un pendentif doré de sa robe, un token de confiance dans sa culture, et le plaça dans les mains de Rose. « Pour votre dignité, dit-il, pas pour votre service. » Le pendentif était lourd dans sa paume, une étoile à 8 branches finement ciselées, symbole d'harmonie et d'équilibre dans la tradition islamique. La chaîne en or capturait la lumière des lustres, jetant des éclats dorés sur son visage. Des larmes montèrent aux yeux de Rose qu'elle retint par habitude. Le cheikh remarqua son émotion contenue et ajouta doucement, en arabe, « Les larmes ne sont pas une faiblesse quand elles viennent du cœur. » Cette permission tacite libéra quelque chose en elle. Une larme unique glissa sur sa joue, brillante comme le pendentif qu'elle tenait. Dans ce moment, tout changea. Non pas avec du bruit, non pas avec de la colère, mais avec de la vérité. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas exigé, elle avait simplement montré qui elle était, et c'était plus que suffisant. Après la réunion, dans le couloir, le roi l'approcha, nerveux et maladroit. « Mademoiselle Moretti, dit-il, utilisant son nom de famille pour la première fois, je dois vous présenter mes excuses les plus sincères. Si j'avais su... » « Vous n'aviez pas besoin de savoir, l'interrompit-elle doucement. Vous aviez juste besoin de voir. Nous sommes tous plus que notre uniforme, monsieur le roi. » Il hocha la tête, embarrassé mais sincère. « Le cheikh a demandé que vous l'accompagniez demain à l'ambassade. Si cela vous convient, bien sûr. »« Bien sûr, » répondit-elle simplement. En quittant l'hôtel ce soir-là, elle passa devant Mathilde à la réception. La jeune femme lui fit un petit signe de la main, mi-hésitant, mi-admiratif. « Bon courage pour demain, dit-elle avec un sourire sincère.
Merci, répondit Rose. Dans le métro bondé qui la ramenait vers son petit appartement, personne ne la remarquait. Elle était à nouveau anonyme, une femme parmi tant d'autres rentrant du travail. Mais elle se sentait différente, comme si l'espace autour d'elle s'était élargi, comme si l'air qu'elle respirait était plus riche. Elle sortit le pendentif de sa poche et le regarda discrètement. Les motifs complexes racontaient une histoire de patience et de persévérance. Son histoire, réalisait-elle maintenant. En rentrant chez elle, elle trouva Lucas qui l'attendait sur le palier, un nouveau dessin à la main. « Raconte !» s'exclama-t-il, ses yeux brillants d'anticipation. « Tu as été brave aujourd'hui ?» Rose s'agenouilla à sa hauteur, sortit le pendentif et le lui montra. « Très brave », dit-elle doucement. « Et tu sais quoi ? C'était plus facile que je ne le pensais. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, elle s'endormit sans angoisse pour le lendemain. Une semaine plus tard, Rose ne nettoyait plus les sols. Elle était officiellement engagée par le Conseil d'affaires français du Cher en tant que liaison culturelle et interprète. Le Roy lui avait offert des excuses et une lettre de recommandation qu'elle avait gracieusement acceptée, mais jamais utilisée. Son bureau, car elle avait maintenant un bureau, se trouvait dans un immeuble haussmannien près des Champs-Élysées. La pièce était petite mais élégante, avec une fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. Sur son bureau trônait un petit cactus, cadeau de Lucas, qui lui rappelait que même dans les environnements les plus austères, la vie trouve son chemin. Ce matin-là, en préparant des documents pour une réunion avec des investisseurs saoudiens, Rose reçut un appel de sa grand-mère. « Nona, tout va bien ?» demanda-t-elle inquiète. Lucia n'appelait jamais pendant les heures de travail. « Tout va parfaitement bien, ma chérie », répondit la voix chaleureuse de la vieille dame. « Je voulais juste te dire que l'agent immobilier vient de partir. La maison est magnifique. Je n'arrive pas à croire que j'y habite maintenant. » Rose sourit, visualisant la petite villa à San Pietro que sa grand-mère avait toujours admirée, celle avec la pergola couverte de vignes et la vue sur la mer, son premier achat avec son nouveau salaire. « Tu la mérites, Nona, plus que quiconque. Tu sais ce que m'a dit l'agent, que la maison attendait la bonne personne. Comme toi, ma petite, tu as attendu que le monde te voie. » Après l'appel, Rose resta un moment à contempler la photo encadrée sur son bureau. Elle et sa grand-mère devant la nouvelle maison, toutes deux souriant comme des adolescentes. La matinée passa rapidement, entre appels, traductions et préparations pour une conférence internationale sur l'hôtellerie de luxe où elle devait accompagner le Cher le mois suivant. Son agenda, autrefois vide à l'exception des horaires de ménage, débordait maintenant de rendez-vous et de voyages prévus. À midi, elle quitta le bureau pour son rituel du mercredi, déjeuner avec Lucas et sa mère au petit café italien près de leur immeuble. Madame Dubois, qui l'avait toujours traitée avec gentillesse, même quand elle n'était que femme de ménage, était devenue une véritable amie. Le café sentait bon, les herbes fraîches et la sauce tomate mijotée. Le patron, Monsieur Ricci, un napolitain exubérant, les accueillit chaleureusement. « Ah, la bella Rose et sa familia! Votre table est prête !» Lucas, 8 ans et demi maintenant, portait fièrement un gilet assorti à sa cravate d'école, un cadeau de Rose pour célébrer ses progrès en orthophonie. Il parlait beaucoup plus clairement maintenant, grâce à la thérapie que Rose avait financée intégralement. « J'ai eu un A en lecture aujourd'hui », annonça-t-il en s'asseyant, ses yeux brillants de fierté. « Bravo, mon prince !» Rose sortit de son sac un petit paquet enveloppé dans du papier coloré. « Un cadeau pour célébrer !» Lucas déchira le papier avec enthousiasme, révélant un livre magnifiquement illustré de contes arabes traduits en français. « Pour que tu puisses voyager sans quitter ta chambre », expliqua Rose, « et pour que tu saches que même les personnages les plus ordinaires peuvent devenir des héros. » Madame Dubois serra doucement la main de Rose. « Vous avez changé sa vie, vous savez, la mienne aussi. »« Il a changé la mienne en premier, » répondit Rose. « Il m'a vu quand j'étais invisible. » Après le déjeuner, en retournant au bureau, sous un soleil printanier, Rose reçut un message du Cheikh Faisal.
Il arrivait à Paris demain pour une visite impromptue et souhaitait qu'elle l'accompagne pour une affaire personnelle. Le lendemain, une voiture avec chauffeur l'attendait devant son immeuble, encore une nouveauté à laquelle elle s'habituait difficilement. Le véhicule la conduisit à l'hôtel royal, où le Cher séjournait dans la suite présidentielle. En traversant le hall, elle remarqua les regards curieux du personnel. Certains la saluèrent respectueusement. D'autres chuchotaient sur son passage. L'un des bagagistes, qui l'avait souvent ignoré, s'inclina légèrement. Le Cher l'accueillit dans un salon privé, vêtu d'un costume occidental impeccable. « Rose !» dit-il en lui serrant la main à l'européenne. « Merci d'être venue si rapidement. C'est un plaisir, votre Excellence. » Il sourit, amusé par sa formalité. « Entre nous, Faisal suffira. Nous avons une affaire importante aujourd'hui. » La affaire importante s'avéra être une visite à l'école internationale française d'Abu Dhabi, qui cherchait un directeur des programmes culturels. Le Cher avait recommandé Rose pour le poste. « Mais je n'ai pas les diplômes nécessaires, » objecta-t-elle stupéfaite. « L'expérience vaut parfois mieux que les diplômes, » répondit-il. « Ma sœur dirige le conseil d'administration. Elle cherche quelqu'un qui comprend vraiment les deux cultures, pas juste quelqu'un avec des papiers encadrés. » Rose sentit une émotion monter en elle, pas de la gratitude, mais quelque chose de plus profond, une reconnaissance de sa valeur intrinsèque, au-delà des conventions et des attentes. « Je vais y réfléchir sérieusement, » dit-elle. « Merci de votre confiance. » Après le départ du Cher, Rose passa devant l'hôtel royal en rentrant chez elle. Sur une impulsion, elle décida d'entrer. Le hall brillait comme toujours, mais elle le voyait maintenant avec des yeux différents. Sophie, la gouvernante en chef, l'aperçut et s'approcha timidement. « Rose, quelle bonne surprise! Tu nous manques, tu sais. »« Vraiment ?» demanda Rose, non pas avec amertume, mais avec curiosité. Sophie hocha la tête, soudain émue. Les filles ont pris l'habitude de dire, quand elles font face à une situation difficile, que ferait Rose? Tu es devenue une sorte de légende. Cette révélation la toucha profondément. Elle n'avait jamais cherché à être un exemple, seulement à être elle-même. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Paris, Rose emmena Lucas se promener le long du canal Saint-Martin. Les dernières lueurs dorées se reflétaient sur l'eau, créant des motifs dansants sur la surface. Le garçon leva les yeux vers elle et dit clairement, pour la première fois sans hésitation, « Tu es courageuse. » Elle sourit, s'agenouillant à côté de lui. « Pas courageuse, juste fatiguée de me cacher. » Il prit sa main, fier. « Tu es ma reine. » Elle murmura en retour. « Et toi, tu es ma voix. » Les lumières de la ville commençaient à s'allumer comme des étoiles qui étaient finalement descendues pour la voir. Rose n'avait jamais voulu la gloire, seulement être vue, être entendue, et maintenant, elle l'était. Son histoire devint une légende discrète parmi le personnel de l'hôtel. Il parlait encore de la reine silencieuse, mais avec respect, non plus avec condescendance. 2 mois plus tard, Rose accepta le poste à Abu Dhabi. Avant son départ, elle organisa un dîner d'adieu dans son petit appartement, désormais meublé avec goût, mais toujours aussi modeste. Autour de la table se trouvait sa grand-mère venue d'Italie, Lucas et sa mère, Mathilde de la réception, et même Monsieur le Roi qui semblait avoir appris quelque chose d'important sur le jugement hâtif. À Rose, porta un toast Madame Dubois, qui nous a appris que la force ne vient pas toujours du bruit, mais de la conviction. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, Lucas lui offrit un dernier dessin, une femme en tailleur, debout devant une classe d'enfants, une couronne discrète sur sa tête. « Pour que tu n'oublies pas qui tu es », dit-il, sa diction désormais parfaite. Cette nuit-là, après le départ de ses invités, Rose s'assit sur son balcon, contemplant les toits de Paris. Elle sortit le vieux carnet où elle avait consigné ses pensées pendant tant d'années d'invisibilité. Sur la dernière page, elle écrivit « Même ceux que le monde néglige peuvent un jour être ceux dont il se souvient. » Elle ferma le carnet, non pas comme on termine un chapitre, mais comme on en commence un nouveau. La reine silencieuse avait trouvé sa voie,
et maintenant elle allait l'utiliser pour aider d'autres à trouver la leur.